Bonjour à tous, ce sont les tips des femmes de santé. Et aujourd'hui, nous avons l'immense, mais immense, immense chance de recevoir une professeure d'université praticienne hospitalier, Frédérique Pénaud-Lorca. Alors, vous êtes directrice générale du Centre de lutte contre le cancer Jean Perrin. Et vous êtes à la fois, en même temps, PUPH. Vous êtes aussi experte, chercheuse dans de nombreuses sociétés savantes, à l'INCa, à la Haute Autorité de Santé, mais aussi au sein évidemment d'Unicancer dont vous faites partie. Vous avez à la fois une spécialisation en anatomopathologie, parce que vous avez été orienté quand vous étiez jeune par un copain qui vous a dit que c'était un module pas mal et donc vous y êtes allé et vous avez trouvé ça absolument fantastique parce que ça mélangeait plusieurs spécialités médicales et qu'il y avait en même temps une recherche de diagnostic extrêmement intéressante. En tout cas, dans la façon dont vous me le racontez, c'est un peu ça. Vous avez aussi un doctorat de sciences et vous êtes en plus diplômé, vous avez en plus un diplôme, pardon, d'études spécialisées complémentaires en cancérologie. Si on va un peu plus dans ce que vous êtes personnellement, vous êtes maman de 3 enfants. En même temps de tout ça, vous avez connu très jeune votre mari qui, lui, a choisi la psychiatrie, qui est professeur de psychiatrie, et vous vous êtes un peu aidés l'un l'autre dans vos carrières respectives. Vous êtes partis à l'étranger, vous êtes même partis avec l'un de vos enfants seul à l'étranger avec elle à un moment. Et en même temps, si on remonte encore plus loin, vous faites partie de ces personnes précoces qui ont leur bac à 16 ans et puis qui rentrent en médecine et qui se prennent la gamelle de la première année et vous rebondissez bien évidemment puisque vous en êtes là maintenant. Et je suis à la fois honorée et impressionnée de vous recevoir pour les femmes de santé. Donc, merci d'être là. Et aujourd'hui, en fait, je crois que je vais vous laisser complètement parler parce que quand on a préparé d'événements d'aujourd'hui, j'avais envie presque de sucer mon pouce et de tourner mes cheveux comme ça en vous écoutant, tellement c'est à la fois enrichissant, passionnant, impressionnant, merveilleux à écouter. Donc, je vais vous laisser parler aux femmes de santé qui sont avec nous ou celles qui vont regarder l'émission qu'on est en train d'enregistrer pour comprendre comment on peut mener de front une carrière fantastique à ce point, fantastique, parce que vous êtes aussi une chercheuse reconnue mondialement, et en même temps mener à bien sa vie de famille, son couple et tout ce qui est nécessaire à un équilibre de vie. Et je vous cède la parole et merci encore d'être là avec nous. Merci, merci mille fois pour cette vraiment présentation qui me fait rougir et qui me met pas super à l'aise parce que je suis pas vraiment quelqu'un qui aime être forcément comme ça félicité. Mais écoutez, d'abord, quand vous m'avez proposé, m'avez proposé de participer à ce tips, c'est vrai que ça m'a tout de suite intéressée parce que je pense qu'il est important de pouvoir partager son expérience avec les collègues, avec les jeunes femmes, aussi avec les jeunes hommes d'ailleurs, parce qu'une carrière hospitalo-universitaire, ça fait toujours un peu peur. Prendre des postes de responsabilité, ça fait toujours un peu peur aujourd'hui, où on se dit, bon, vivons heureux, vivons cachés. Et voilà, donc je vous remercie de me donner cette occasion de m'exprimer aujourd'hui et de partager un petit peu comme ça mon expérience. Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut accepter de faire tout un peu mal. Parce qu'en fait, quand on fait beaucoup de choses, on fait rien de vraiment comme on voudrait, hein. C'est vrai que moi, je suis un peu perfectionniste. Je me rends compte encore que je peux perdre une demi-heure pour que toutes mes slides soient nickel pour une présentation parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas la même police, etc. Puis je me dis, mais en fait, qui c'est qui va le voir? Et bon, moi, je le vois et ça me... Bon. Donc, il faut accepter que, bah, voilà, comme il faut accepter de pas avoir qu'on n'a pas des enfants parfaits, qu'ils ne sont pas tous premier conservatoire de musique, premier prix de ci, premier prix de ça, etc. Et je pense qu'il faut accepter déjà, quand on veut faire une carrière, que les choses ne vont pas forcément se passer exactement comme on veut, et puis que tout ne sera pas parfait. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est vrai que moi, je me suis retrouvée
en médecine un peu par obligation familiale avec des parents médecins qui me voyaient pas faire autre chose, en tout cas pas gagner ma vie autrement, alors que moi je voulais faire de la philosophie et travailler sur le concept de la liberté. Je suis allée en médecine. C'est vrai que ma première année, sortant en plus d'un pensionnat de jeunes filles et me retrouvant dans un appartement toute seule avec mes parents à 2 heures de voiture, je me suis complètement plantée la première année. Donc, je me suis rendu compte que ben, voilà, l'échec arrivait. Et finalement, je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidée pour la suite, c'est-à-dire de savoir que quand on entreprend des choses, ça ne marche pas toujours et qu'il faut aussi savoir apprendre de ses échecs, rebondir et avancer et pas se décourager. Et ça, je pense qu'il y a peut-être une chose qui me caractérise dans les combats que je mène actuellement, en particulier sur le remboursement de certains tests moléculaires, c'est de ne pas se décourager, hein. Donc ça, c'est vrai. Alors, après, à partir du moment où j'ai commencé à faire mes études de médecine, j'ai eu envie de me dire, ben, j'aimerais être au top, c'est-à-dire j'aimerais enseigner parce que j'ai toujours aimé transmettre ce que je faisais. Euh, euh, J'avais envie de faire de la recherche. Je pense que ça vient peut-être de cadeaux de Noël que j'ai eu, genre Chimie 2000 ou Microscope 2000 ou des choses comme ça. En tout cas, c'est vrai que l'idée d'être dans la science, dans la santé et de faire de la recherche, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et donc, j'avais vraiment cette ambition. Donc, je l'ai dit assez tôt, voilà, si je, voilà, si je finis mes études de médecine, si je passe l'internat, ce que j'ai fait, et ben finalement, je voudrais faire une carrière universitaire. À l'époque, je ne savais pas que c'était hospitalo-universitaire, mais en tout cas une carrière universitaire et faire de la recherche. Donc ça, il faut être prête à s'entendre dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle est ambitieuse, oh là là, regarde-moi celle-ci. Bon, chose qu'on dirait jamais à un garçon, hein, parce que c'est très bien, dans la norme des choses. En tout cas, une femme, une jeune femme qui dit ça, ça paraît toujours un petit peu bizarre. Alors après, on va dire, oh là là, mais elle est partout, elle court partout, on la voit partout, on l'entend partout. Voir ce que j'ai entendu quand je suis allée voir le doyen la première fois pour lui faire part de ma volonté de postuler pour un poste de maîtresse de conférence avant, ce qui est dans notre spécialité un petit peu obligatoire avant d'être professeur des universités. Il m'a dit, mais est-ce que votre mari est d'accord? Parce que vous savez, moi je suis professeur, mais ma femme a toujours elle est médecin elle aussi, mais elle s'occupait des enfants, elle a favorisé ma carrière. Donc, est-ce que la première chose que j'ai à vous demander, c'est est-ce que votre mari est d'accord? Et après, pour justifier le fait que mon poste n'allait pas arriver tout de suite, il m'a dit, mais vous inquiétez pas, votre mari va être nommé. Donc déjà, vous devriez être déjà très, très contente que dans la famille, il y ait au moins quelqu'un qui soit nommé. Et expliquer à des gens de cette génération, bon, c'était il y a plus de 20 ans, hein, mais expliquer à quelqu'un de cette génération que, OK, mon mari il a sa carrière, moi j'ai la mienne, et qu'on s'entraide mutuellement, mais que c'est pas parce qu'on va nommer mon mari que moi, ça va me satisfaire sur ma carrière à moi. Donc voilà, je pense que c'est sûr que c'est pas évident et même si aujourd'hui on fait beaucoup de choses pour l'intégration des femmes dans les carrières hospitalo-universitaires, il y a quand même un monde de machos, y compris dans ma spécialité qui est pourtant une spécialité très féminine. Ça reste encore quand même quelque chose où le paternalisme, parce que c'est même pas forcément macho, mais c'est encore pire, le paternalisme est toujours là. Alors, après, quand on veut s'engager dans ce type de carrière, donc, première chose, se dire que rien ne sera jamais parfait, ça c'est clair, et qu'on ne sera jamais complètement satisfait parce que ben voilà, on aurait aimé avoir plus de temps pour travailler ou plus de temps pour être avec ses enfants ou plus de temps pour être avec son mari ou avoir le temps d'aller courir un jour où on n'a pas le temps de tout caler ou etc. Donc ça, bon, il faut accepter qu'il y ait une part d'imperfection dans sa vie, peut-être un peu plus importante que si on faisait moins de choses. Après, dans les questions à ne pas se poser, et ça j'insiste, c'est suis-je légitime? C'est quelque chose aussi, on le dit bien, hein, le sentiment d'imposture, quelque chose qui est très féminin. Il faut y aller, quoi. On a envie de faire quelque chose, on ne se pose pas la question d'être légitime. Je pense que c'est quelque chose qui est un peu inévitable quand on est une femme. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, parce que c'est dans notre éducation. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai essayé de transmettre à ma fille, de ne jamais se poser cette question de sa légitimité. Mais voilà, ne pas demander est-ce que je suis légitime? Oui, je suis légitime. Est-ce que je vais manquer à mes enfants? Il faut partir du principe
qu'on va toujours manquer à ses enfants. Même si on est là tout le temps, on leur manque. Les enfants, c'est très égoïste, donc de toute façon, ils ont toujours envie, voilà. Donc oui, je vais manquer à mes enfants, mais je peux leur offrir une relation de qualité. Je leur donne aussi un espace de liberté, je les autonomise aussi. J'accepte qu'il y ait d'autres personnes qui s'occupent d'eux. Donc là, bien entendu, la personne avec qui on partage sa vie va être très importante. Hein. En général, on essaie d'être deux pour élever des enfants et je pense que c'est important qu'on puisse aussi se reposer sur son compagnon ou sa compagne, en tout cas être deux pour élever ses enfants. Et puis accepter aussi qu'il y ait des mères de substitution qui soient là. Moi, j'ai mon plus jeune fils un jour qui m'a dit tu es ma mère biologique, mais voilà, la dame qui s'occupe de moi, c'est aussi un peu ma maman parce qu'elle est là à l'heure des mamans à l'école, alors que toi, tu n'es jamais là à l'heure des mamans à l'école. Mais bon, quelque part, le fait d'être une mère biologique nous donne quand même un certain nombre de liens très forts avec nos enfants. Et voilà, je pense que oui, il y a cette frustration toujours de se dire est-ce que j'aurais dû ne pas travailler les mercredis? Est-ce que j'aurais dû avoir plus de temps avec eux à des moments? Voilà, ça, c'est sûr qu'on est obligé, à des moments, on est moins disponible. Et aussi, ce qui est important, c'est vraiment d'essayer d'abord d'être toujours dérangeable. Et ça, même aujourd'hui, avec des enfants qui sont tous largement adultes, je suis dérangeable. On est toujours en connexion. Ils savent qu'ils peuvent me joindre à peu près n'importe quand. Je ne peux pas toujours leur répondre, mais je leur envoie un petit texto. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui nous rassure, eux les rassure et qui va être important. Après, dans les questions à ne pas se poser aussi, c'est est-ce que je vais y arriver? Bien sûr, c'est légitime de se demander est-ce que je vais y arriver? Une carrière hospitalo-universitaire, c'est un long parcours. Ça demande une préparation, on va y venir. Oui, je vais y arriver. À partir du moment où j'ai la volonté de le faire, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Il faut s'organiser. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut sentir. C'est-à-dire qu'il faut avoir la volonté, bien entendu, parce que ça demande quand même un certain nombre de prérequis. La première chose, je pense, parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire tôt dans sa carrière, y compris pendant son internat, c'est la mobilité. La mobilité, elle est demandée par tous les conseils nationaux des universités et aujourd'hui, elle est acceptée pendant l'internat si c'est des mobilités à l'étranger d'un an sur des projets de recherche. Donc, c'est quelque chose qu'il faut organiser tôt. C'est vrai que penser à faire sa mobilité à 35 ans, si on est déjà avec un partenaire qui est installé dans la vie, qui ne peut pas forcément bouger, des enfants qui sont scolarisés, qui ne sont pas forcément toujours simples à faire bouger aussi, ça peut être compliqué. Mais on peut aussi faire une mobilité plus tard. Moi, je supervise souvent à l'hôpital des jeunes qui partent en mobilité ou des moins jeunes qui partent en mobilité avec leur famille. Après, il faut savoir que quand on part avec des enfants, eh bien, il vaut mieux partir dans des pays comme le Canada, dans des pays comme des pays de l'Union européenne où on a une sécurité sociale, on a une prise en charge qui sera beaucoup plus facile dans la vie et qui demandera un budget bien inférieur à aller aux États-Unis, par exemple, où dès qu'on part avec des enfants, on sait qu'on va avoir des frais de santé très importants et qu'on n'est pas toujours pris en charge à la hauteur de ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est tout bête, mais c'est quand même des choses qui sont importantes. Se dire aussi que cette mobilité, c'est une super belle expérience parce que c'est une année ou plus, mais on prend du recul sur sa pratique. Parce qu'en fait, on est là pour recevoir, on est là pour voir comment les gens travaillent, on est là, en général, on ne fait pas beaucoup de soins en dehors de l'Union européenne, mais souvent on fait plutôt de la recherche. Donc on va voir comment les gens sont organisés, travaillent, on va prendre du bon temps. Et si on peut partir en famille, c'est aussi très sympa parce que les enfants peuvent avoir une expérience à l'école, son conjoint peut faire aussi d'autres choses ou faire une pause dans son travail. Et c'est des choses qui peuvent être vraiment très intéressantes. En ce moment, il y a des praticiennes du centre qui est en Australie avec sa famille, qui prolonge de 6 mois parce que malheureusement, ils avaient prévu de faire plein de choses et avec la crise sanitaire, ils ont été un peu confinés plus qu'ils auraient voulu. Mais finalement, son mari a mis son job en pause pendant 1 an. Elle est partie avec ses 3 enfants. Et je pense que c'est une expérience de vie qui est vraiment très, très intéressante. Dans la carrière aussi, il y a toute la partie publication.
Et là aussi, c'est des choses qu'il faut commencer à organiser tôt. C'est-à-dire que si on dit autour de soi, dans son service, voilà, moi, je veux partir dans la carrière universitaire, je veux devenir PUPH ou maître de conf. Voilà, il faut commencer à publier très tôt. Et en fait, dès qu'on demande dans un service, dès qu'on fait, voilà, qu'on montre un peu d'intérêt pour ce type de choses, on va toujours trouver des personnes qui sont intéressées pour vous faire quelque chose qu'elles ont sous le coude et qu'elles n'ont pas eu le temps de traiter parce qu'elles sont prises dans le travail, etc. Et qui vont vous dire, tiens, si tu veux, j'ai ce truc là, est-ce que tu veux le faire, etc. Donc, il faut organiser ces publications tôt. Et puis, après, on a ces piliers. Ces piliers, c'est son couple, parce que la mobilisation que demande le fait d'être quand même assez centré sur son travail et d'avoir des objectifs avec une certaine productivité fait que tout ne peut pas reposer sur soi-même, et on connaît la charge mentale et la charge qu'on peut avoir en termes d'organisation dans une famille. Donc là, vraiment, le partenaire a un rôle très important et voilà. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir un partenaire avec lequel je suis restée. On ne peut pas dire que ça a été toujours super facile, mais on est restés ensemble, ça fait 42 ans maintenant. Et on s'est soutenus l'un et l'autre dans nos moments de carrière. On s'est fait réciter l'internat, on a fait plein de trucs ensemble débiles par rapport à notre travail, mais bon, on s'est aidés. Sa famille, parce que on en parlait quand on préparait l'émission, mais c'est vrai que moi j'étais souvent culpabilisée par rapport à mes enfants, etc. Et pareil, mon plus jeune fils, qui est toujours très curieux, un jour, il devait avoir 6 ans, il dit Maman, mais je vous ai googlisé avec papa, mais vous avez mais plein de pages, etc. Mais je ne savais pas, etc. Voilà. Et en fait, il était super content de ça. C'était rigolo de voir que, mais quelque part, il voyait que le fait de nous voir souvent sur notre ordinateur le soir ou le dimanche, ou voilà, pas être là, aller faire des conférences, etc. Voilà, c'était un truc un peu tangible pour lui, un peu solide, qui reflétait ce qu'on pouvait faire. Et puis l'hôpital, parce que on fait pas une carrière tout seul, on fait pas une carrière seul dans son coin, à pas parler aux autres, etc. Dans une structure hospitalière, on fait une carrière aussi parce que l'équipe adhère au projet, parce qu'on est soutenu par ses collègues, parce que le temps où on va faire de la recherche, où on va partir pour aller faire ses publics, où on va aller parler dans les congrès, où on va faire sa mobilité, il y a des gens qui vont faire votre boulot à votre place, qui vont prendre une part de votre travail pour le faire. Et puis, c'est aussi des gens qu'après, quand vous serez PUPH ou chef de service, il faudra les valoriser aussi, parce que c'est pas que les gens qui brillent, hein, c'est pas que ceux sur lesquels il y a la lumière qui font tourner le service, c'est aussi tous les autres. Et ça, je pense que c'est vraiment important, c'est d'entraîner avec soi une équipe et d'avoir ces personnes avec soi. Donc, en fait, si je résume, pour moi, est-ce que d'abord j'en ai envie? Est-ce que ça me dit? Parce que faut pas non plus se culpabiliser. On n'est pas non plus toute partie pour être diriger un hôpital, prendre plein de responsabilités ou avoir un poste de PUPH. Je veux dire, voilà, c'est une partie des personnes. C'est peut-être des personnes qui ne sont pas complètement normales, mais quelle est la définition de la normalité? Ça, j'aimerais bien qu'on en discute un jour. Mais voilà, on peut ne pas en avoir envie et pas pour autant être quelqu'un de valeur, qui fait des choses, qui accomplit des choses. La première chose, c'est est-ce que j'ai envie de m'exposer? Est-ce que j'ai envie d'aller au charbon? Est-ce que j'ai envie de prendre des coups? Voilà. Donc, mais à partir du moment où on a décidé ça, il n'y a pas grand-chose qui peut nous empêcher de le faire. Et moi, je sais que j'étais interne à Marseille, dans un environnement universitaire où j'avais un patron qui m'a vraiment suivi, une PH qui m'a tout appris, Jocelyne Jacquemier, qui elle n'était pas universitaire, qui je pense quelque part avait une frustration de ne pas avoir été universitaire, mais voilà, les choses ne se sont pas faites comme ça aurait dû, mais qui m'a toujours poussée, aidée. Et puis, en fait, il n'y avait aucun poste universitaire. Je n'avais pas de perspective. Et en fait, on en avait discuté avec mon patron. Il m'avait dit, mais tu sais, tu fais tout ça, mais moi, j'aurai pas de poste pour toi. Il y aura pas de poste pour toi à Marseille. Mais un accident peut toujours arriver. Quelqu'un peut s'en aller ou avoir un décès brutal. Enfin, bon, même si c'est pas rigolo, mais bon, voilà, ça peut arriver. Et moi, j'avais comparé ça en disant, en fait, moi, c'est comme la maternité. J'ai ma petite valise qui est prête.
j'ai fait mes diplômes, j'ai mon doctorat, j'ai ma thèse d'université en sciences, j'ai mon habilitation à diriger les recherches, j'ai fait mes papiers, j'ai ma mobilité, je suis prête. Et s'il y a un poste, je le prendrai. Et bon, il s'est fait que par des hasards de la vie, on a changé de ville et que on a pu être nommés tous les deux dans la même ville parce qu'on avait un peu le même problème à Marseille. En tout cas, voilà, je pense qu'il faut être prêt et il y a toujours des opportunités qui s'ouvrent dans la vie. Et puis, une autre chose, on a beaucoup travaillé ces dernières années justement pour essayer de changer le statut de PUPH, puisque le statut de PUPH est un statut entre guillemets temps plein, sachant que la moitié de son temps est payé par l'université, qui est ce qui cotise pour notre retraite, et la moitié de notre temps est un temps qu'on doit à l'hôpital ou à notre équipe de recherche, parce qu'on doit aussi faire de la recherche. En fait, on ne pouvait pas être à temps partiel. Et aujourd'hui, il y a la possibilité d'être à temps partiel dans des postes hospitalo-universitaires, ce qui peut être quelque chose qui soulage et pour s'organiser pour travailler et pour s'organiser pour sa famille. Donc ça, c'est possible avec le statut. Et je pense que c'est quelque chose, c'est un grand progrès parce que il y avait beaucoup de personnes qui se disaient mais moi je ne veux pas sacrifier les 10 premières années de mes enfants par exemple, je voudrais voilà, pouvoir avoir au moins une après-midi dans la semaine avec eux, ou je voudrais avoir du temps en dehors de l'hôpital pour travailler, pour ne pas être obligé de tout faire la nuit ou les dimanches, etc., avoir vraiment du temps dédié. Et ça, aujourd'hui, c'est possible. Donc, c'est des organisations qui sont possibles. C'est aussi des carrières qui peuvent s'envisager plus dans le temps. Et ça aussi, je pense que c'est important. Et la dernière chose qu'on espère, mais ça, il y a encore du boulot, c'est qu'il y ait une réforme aussi de la retraite des PUPH, puisqu'aujourd'hui, donc, et des maîtres de conf, puisqu'aujourd'hui, on a notre retraite que sur notre partie universitaire et pas sur notre partie hospitalière, donc ce qui nous défavorise beaucoup par rapport aux praticiens temps plein. Et donc ça, c'est des négociations aussi qui sont en cours pour essayer voilà, d'avancer dans ce sens-là, parce que je pense aussi que c'est des choses qui peuvent voilà, en arrêter certains. Mais en tout cas, j'espère que il y aura de plus en plus de jeunes femmes qui désireront partir vers cette carrière et surtout se dire qu'elles en sont capables, parce que je pense qu'on en est capable, surtout quand on est arrivé déjà à ce niveau-là en médecine, on a passé la première année, les sélections, bon, même s'il va y avoir une réforme, c'est quand même tout un travail très continu, c'est engranger énormément de connaissances, enfin voilà, c'est des études qui sont très demanding, comme on dit en anglais, hein, qui demandent énormément d'accumulation de connaissances et de travail et de travail en continu. Donc, je pense qu'il est absolument majeur de pouvoir s'organiser sur le long terme et se dire qu'on en est capable, parce que je ne vois pas beaucoup de personnes qui n'en sont pas capables. Merci beaucoup, beaucoup Frédéric. Avant les questions, il nous reste exactement, je précise, puisque c'est un Zoom et que c'est chronométré, 9 minutes 37. Juste, je récapitule un peu ce que moi j'ai perçu de tout ce qu'il fallait savoir. La première, c'est qu'il faut être ambitieuse et qu'on a le droit de l'être et que tant pis si on a la remarque ou tant mieux à la rigueur maintenant. On vient de là de faire la campagne je suis une experte de la santé où les femmes ont enfin osé assumer en disant je suis une experte et elle explose les plafonds et on a le droit d'être ambitieuse. Tant pis pour le paternalisme condescendant, moi je l'appelle comme ça aussi. Enfin, rien ne sera jamais parfait et finalement, pourquoi? C'est pas grave, ça marche quand même. Ne pas se poser la question de sa propre légitimité quelque part. Être dans une grande organisation familiale, claire, déléguée, laisser de l'autonomie aux enfants. Organiser très bien sa mobilité jeune. Laurence, j'ai vu, je vous cède la parole après. Bien faire ses publications très jeunes en osant aller voir en disant, moi je suis jeune, mais je veux publier. Je veux participer à une publication, s'appuyer sur les piliers. D'après ce que j'ai compris, vous en avez 3. Je pense qu'on en a toutes 3. Le couple, la famille et l'équipe dans l'hôpital qui vient nous seconder et qui vient nous aider ou qu'on peut seconder aussi dans l'autre sens de temps en temps. Voilà, moi je retiens à peu près tout ça. Bon, merci beaucoup. Des questions? Laurence, vous en aviez une? Laurence Armand, je vous cède la parole si vous vouliez.
Oui, bonjour. En fait, je ne voulais pas vous couper en mettant en levant la main. Donc oui, Laurence Armand, je suis PEPH également. Et je voulais revenir sur votre discussion sur la mobilité, parce que je suis d'accord avec vous sur le fait que autant c'est totalement l'idéal et c'est un rêve qu'on aurait toutes de pouvoir faire une mobilité à l'étranger. Mais il faudrait aussi ne pas dégrader le côté de faire sa mobilité pas très loin de chez soi, parce que malheureusement, on n'a pas toujours la possibilité d'avoir un conjoint quand on est seul avec des enfants, de partir à l'étranger, des enfants plus à un âge où on ne peut pas forcément les déplacer. Et je trouve que c'est toujours encore un peu dénigré que d'aller faire sa mobilité dans une autre unité de recherche, mais qui est sur Paris, quand on est sur Paris. Et on reste un peu avec un sorte de poids qu'on traîne. Elle a fait sa mobilité à côté de chez elle. Et voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Oui, alors là, vous avez entièrement raison. Et en plus, bon, moi, je siège au CNU depuis presque 10 ans maintenant. Donc, j'aurais dû préciser ça. C'est vrai que la mobilité à l'étranger, c'est aussi le côté sympa, c'est vraiment de changer complètement de décor et de mode de travail, mais on peut très bien faire des mobilités, donc ça c'est prévu dans une autre unité de recherche. C'est pas toujours c'est pas toujours possible dans les petites villes où il y a une seule université et peu de PST, mais ça peut en tout cas se faire de façon plus simple, bien entendu dans les mêmes unités de recherche. Nous, en termes au niveau des CNU, dans le Conseil national des universités, quand on juge un dossier, on ne juge pas on ne dénigre pas une mobilité en France, voire même une mobilité dans la même ville. Il y a d'ailleurs des villes où c'est très fréquent, peut-être plus que dans d'autres, de faire sa mobilité à côté de chez soi. C'est possible aussi, hein. Oui, bien entendu. Vous avez tout à fait raison de souligner ça, parce que voilà, moi j'ai toujours été un peu aventureuse, donc j'ai toujours essayé de partir en mobilité loin, voire très loin. Mais voilà, quand on peut pas ou qu'on peut pas s'organiser autrement aussi, parce que aussi, moi, j'ai vu ça récemment pour un praticien du centre dont l'épouse avait un commerce et voilà, pouvait absolument pas lâcher son commerce. Bon, on peut faire des mobilités aussi, même pas très loin, revenir en fin de semaine, se débrouiller sur des jours de la semaine. Enfin, ça peut s'organiser. Voire ça peut aussi se morceler. C'est-à-dire qu'on peut faire des mobilités de 2 mois espacées pour arriver à faire l'année, puisqu'ensuite c'est quantifié et validé en fait par le président ou la présidente du CNU qui va valider la mobilité, qui peut aussi être morcelée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Margot, alors? Alors, pour les prochaines dates, déjà merci beaucoup Frédéric. Merci. Pour les prochaines dates, le prochain TIPS aura lieu le jeudi 18 novembre 2021. Donc, c'est engager son patient dans son processus de soins et ça sera avec Lydou Inmot. Et forcément, les états généraux de la place de la femme professionnelle dans le secteur de la santé auront lieu le 9 décembre et on sort les inscriptions cette semaine. Donc voilà, on vous enverra les liens pour vous inscrire. J'ajoute que la semaine du 8 novembre, le 9 novembre de mémoire, nous allons signer avec la FHF. Donc, je suis très heureuse. Lors d'une séance de signature, vous êtes toutes invitées. Ça sera à Santexpo, la charte pour plus de visibilité des femmes à des positions d'expertes dans la santé. Donc, ça sera la déléguée générale de la FHF qui signera avec moi cette charte. Et derrière, on enchaîne une table ronde sur les femmes dans la santé numérique. Voilà, donc nous serions heureuses de vous y voir. Je recommence si vous vous rendez à Santexpo. Voilà, donc ça, ce sont les projets à venir. Et puis, n'oubliez pas, évidemment, qu'on continue l'année prochaine. Donc là, on vous a fait de la fin de l'année, mais on ne s'arrête pas, bien sûr. Frédéric, avec mes remerciements sincères pour ce très, très beau tips et on est pleine d'admiration. Merci. À bientôt. À bientôt, au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir et merci.